Vendredi 21 mars 2025, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Chaque année, le monde entier célèbre le 21 mars la journée internationale des forêts. Le thème retenu pour l'édition 2025 s'intitule « Les forêts et l'alimentation ». En quoi la forêt peut participer à la sécurité alimentaire? Élément de réponse dans ce journal avec Clément Coton, expert en questions environnementales. Depuis la disparition des gares routières dans l'enceinte du marché international de Dantopa, les usagers ont du mal à accéder aux moyens de transport. Vous suivrez dans cette édition Abraham Agboakonou, le secrétaire général de l'Octavic. Entendez Organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin qui se prononce sur les nouvelles dispositions prises. En sport, lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, les Guépards du Bénin ont concédé un match nul face aux Warriors du Zimbabwe. Malgré l'avance sur le score, les poulains de Gernot Rohr n'ont pas réussi à conserver leur avantage. Le point de la rencontre dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Chaque 21 mars, le monde entier célèbre la journée internationale des forêts. Le thème retenu pour l'édition 2025 s'intitule « Les forêts et l'alimentation ». En choisissant ce sujet, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO souhaite rappeler le rôle crucial des forêts dans la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d'existence. En quoi la forêt peut participer à la sécurité alimentaire? Élément de réponse avec Clément Coton, expert en questions environnementales. Il s'exprime au micro de Francis Olafarami, de Carles Kitome et de Tatiana Aranda. Moi, personnellement, l'unité de protection de l'environnement, j'ai fait l'option de parler avec les journalistes, de parler avec nos populations, de communiquer sur ce que c'est que la forêt. Quand on parle de forêt, on a tendance à croire que c'est la déforestation qui est la forêt, la dégradation la dégradation qui est la forêt. Mais c'est faux. La forêt, c'est le supermarché de la nature où on trouve tout. Et si on n'entretient pas cette forêt où on trouve tout, on est pratiquement foutu. Donc les populations doivent comprendre que là où ils mettent leur pression sur cette forêt-là, ils sont en train de faire partie les gibiers. Ils sont en train de faire partie de la terre fertile, les combustibles, l'énergie, la biodiversité. Mais malheureusement, si on ne leur dit pas, ils ne le sauront pas. Il faut sensibiliser et montrer l'importance des forêts. Ce n'est pas nos balais de manifestation, ce n'est pas, c'est-à-dire, ce n'est pas communiquer d'une manière vague, c'est communiquer
avec les populations. Vous parlez, vous. Et quand je suis allé dans un marché où j'ai parlé avec des femmes. Et je leur prouvais, je suis allé devant l'étalage d'une vendeuse de biches. Des biches grillées secs, la fumée là. Et j'ai fait semblant d'acheter. Et j'ai commencé par discuter. Mais après, je lui ai demandé, c'est d'où vient ces biches qu'elle vend là. Elle dit que ça vient du nord. Elle dit du nord où? Elle m'a donné le nom d'une ville. Je dis, mais est-ce que vous savez que c'est dans une forêt qu'on a tué cette biche? Elle dit, ah bon? Je dis, oui, c'est dans une forêt. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la forêt. Il faut que nous préservons cette forêt-là qui a pu permettre de tuer ces biches qu'on t'a vendu toi et que tu es en train de faire ton gagne-pain avec au marché aujourd'hui. Restons toujours avec Clément Coton, expert en questions environnementales, pour parler toujours de la journée internationale des forêts. Pourquoi célébrer justement cette journée? Élément de réponse ou plus de précision, je dirais, avec notre expert. Nous devons célébrer la forêt, surtout quand on se rappelle du thème de cette année, la forêt et la sécurité alimentaire. La forêt nous donne beaucoup, sans qu'on ne le sache. La forêt nous donne de la terre fertile pour qu'on puisse cultiver. La forêt nous donne des gibiers. Les viandes que nous mangeons là, des fois, c'est dans les forêts qu'on les tue. La forêt nous donne, disons, nos charbons de bois. La forêt nous donne la couverture, c'est-à-dire le lieu de refuge, la biodiversité. Si nous devons citer, on n'en finirait pas. Mais quand nous voyons comme ça semble banal. Mais la forêt nous donne beaucoup. Et nous oublions aussi les populations qui vivent autour de cette forêt. Les populations qui vivent de ces forêts. D'une journée internationale à une autre, la communauté francophone a célébré ce 20 mars 2025 la journée internationale de la francophonie. À la veille de cette célébration, le secrétaire national permanent de la francophonie, Paulin Agbeto-Panron, a rappelé le contenu de cet événement qui se déroulera sur une durée de 2 mois. Des précisions avec Carles Kitome. Le premier objectif de l'organisation, c'était la promotion de la langue française, de la diversité culturelle. Mais très tôt, les acteurs, je veux dire, et ceux qui ont eu la chance de diriger l'organisation ont compris que pour le développement, il fallait transformer l'institution. Donc, nous sommes partis de la francophonie culturelle. Et aujourd'hui, en passant par la francophonie politique, et nous sommes à la francophonie économique, pourquoi pas commerciale. Et puisque les dirigeants ont compris qu'on ne peut pas parler de développement sans oublier d'associer les opérateurs économiques, les entreprises créatrices d'emplois. Donc, ils ont créé au sommet de Dakar la mission économique et commerciale de la francophonie, et qui a sa 7e édition. Et grâce au leadership du ministre des Affaires étrangères et du ministre d'État et de l'économie et des finances en charge de la coopération, Robert Douaraï, le Bénin a été désigné pour organiser du 17 au 19 juin à Cotonou la 6e édition de cette mission-là, sous l'égide et l'autorité du président Athanas Biomtane. Et je crois que cette année, cette mission donnera l'occasion
200 entreprises béninoises dans 3 domaines porteurs, l'agro-industrie, notamment les textiles, l'industrie culturelle créatrice, ou j'allais dire créative, ou utiliser le terme antiquaire, et le numérique. Les entreprises opérant dans cette domaine-là, 200 entreprises béninoises seront retenues et qui vont faire le B2B avec 3 pays, j'allais dire 100 entreprises provenant des autres États membres de l'Organisation internationale de la franco. Au total, 300 entreprises de l'espace francophone vont se réunir à Cotonou pour échanger sur les opportunités qu'offre la francophonie et en ce qui concerne les missions économiques et commerciales. Et les orientations ont été données par les 2 ministres et dont j'évoquais tout à l'heure le nom, pour que cette réunion soit bien organisée afin que cela puisse profiter à notre pays. L'ambassadeur Paulin Agbetokpaon a profité de l'occasion pour faire la genèse de la Journée internationale de la francophonie. À cette occasion, un accent particulier a été mis sur l'évolution des objectifs dans le temps. Suivons-le, toujours au micro de Carles Kitome. 4 grands hommes de culture. Je veux citer le président Loto Sédar Senghor du Sénégal, le président Tamane Tsohi qui vient, le président Habib Bourguiba de Tunisie et le prince Norodom Sihanouk qui était président. Ces 4 humains comme des cultures qui ont voulu faire de la langue française, n'est-ce pas, un instrument de rapprochement et de développement. En créant la linguistification, on utilisait des techniques au départ. Il devient en 2006 sous l'impulsion de Paul Jacques Chirac, l'Organisation internationale de la francophonie. Alors donc, chaque 20 mars, plus de 3 millions de francophones commémorent cette journée qui a une occasion de visibilité des actions de l'OIF et bien entendu de tous les pays et membres de cette organisation. Donc ainsi, notre pays, à l'instar des autres pays, accorde une grande importance à cette célébration, je veux dire à cette journée, qui symbolise la paix, la diversité culturelle, la promotion de la langue française et la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance et bien entendu le développement durable. Le thème retenu cette année est intitulé « Je m'éduque, donc j'agis ». Alors, cette thématique fait référence à l'éducation au sens général et un accès à une éducation de qualité pour tous, notamment dans un monde où les avancées technologiques redéfinissent nos repères et contribuent au développement durable et à la paix en formant des générations engagées et responsables au sein de l'espace francophone. Il faut dire qu'au-delà de la culture et de la promotion de la langue française, l'OIF a su s'ouvrir aux questions sociales, économiques, politiques, environnementales, numériques, bref, aux questions de développement. Sur le 20 mars, c'est la journée internationale, mais après le lancement, en tout le mois et même au-delà, nous allons même parfois jusqu'au mois de mai, et tout pour mener des activités scientifiques, sportives, ludiques, sur toute l'étendue du territoire national, en collaboration avec le groupe des ambassadeurs francophones et l'Institut français de Cotonou, la maison TV5 Arabe d'Ego, l'Institut français de Parapluie. Dans un autre registre, depuis la disparition des gares routières dans l'enceinte du marché international de Dantokpa, les usagers ont du mal à accéder aux moyens de transport. Abraham Agboakonou, le secrétaire général de l'Octavic, entendait organisation des conducteurs de taxi-ville des communes du Bénin, donne un aperçu des nouvelles dispositions prises. Suivons-le au micro de Carles Kitome. Nous avons déjà défini des points marchands à Dantokpa où
même s'il s'avérait qu'il faut dégager les artères, les voies publiques, ces points marchands-là, on doit pouvoir permettre à ce qu'il y a le transport à proximité pour éviter de faire souffrir la population inutilement. Puisque jusqu'à la date d'aujourd'hui, dans Tokpa, le marché international qui est en projet d'être délocalisé, ce projet n'est pas encore venu à exécution. Donc, le préfet, dans sa clémence, a permis à ce que des points de chargement soient disponibles dans la bande d'Antokpa. Donc, sur les prescriptions et les recommandations fermes du préfet à ne pas voir les débordements de véhicules de transport de toute catégorie sur les voies publiques, aux abords des voies en train de faire le chargement et le déchargement, on a retenu des points stratégiques. Ça fait beaucoup. Quand il est venu, il a pensé à ce que, surtout pour les minibus Tokpa Tokpa, leur mouvement dans la bande de Carrefour, Amoussa Coiffure, Pharmacie 4 Thérapie, où ils sont appelés à faire du chargement, le déchargement de manière tous azimuts et non organisée, à penser à ce qu'on puisse les réorganiser stratégiquement. Vous allez constater aujourd'hui que même les tricycles avec habitacle qu'on appelle Kloboto, également aussi à la date d'aujourd'hui, sont arrivés à trouver aussi un positionnement. Donc aujourd'hui, je vais dire entre griffes que la ceinture d'Antokpa, le chargement est organisé jusqu'à Gbogbanou. Il y a Gbogbanou, il y a Rendé, tout ça là aujourd'hui, c'est pour le moment, c'est restructuré pour un temps. Donc voilà un peu comment ça se passe aujourd'hui au niveau d'Antokpa. Également, dans la ville en général, également, on a constaté une réorganisation arrivée. Si vous allez à l'Étoile Rouge aujourd'hui, c'est réorganisé. Ménotin, pratiquement toute la ville a été revue. Le temps que les chantiers en cours pour la ville de Cotonou, en ce qui concerne les gares routières et parkings. Dans le même registre, il existe désormais des points d'embarquement et de débarquement aux alentours des zones marchandes du marché d'Antokpa. Abraham Agboakonou donne des précisions ici au micro de Carles Kitome. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, à part la gare routière internationale de Djonké, Cotonou n'a pas de gare routière. Et la gare routière de Djonké, pratiquement un siècle d'existence, avoir le développement, la croissance démographique et économique de Cotonou, il est important que Cotonou connaisse d'autres infrastructures pour accueillir les usagers. Donc, c'est l'exemple qui se montre sur le terrain. Vous allez voir que même si les autorités avoir la manière dont c'est encadré, à voir la manière dont les chargements se font, décident de fermer les points de chargement de Cotonou, elles-mêmes très tôt voient qu'il y a le besoin, il y a l'urgence. Parce que le flot d'usagers, le flot de personnes qui empruntent les moyens de transport aujourd'hui de Cotonou vers les autres villes par jour, c'est énorme. Voyez-vous? Donc, il est urgent que ces points de chargement de fortune, pour le moment, existent obligatoirement. Donc, voilà un peu, c'est aujourd'hui à Cotonou que le problème est créé. Quand vous allez dans les autres départements, vous allez voir que les communes ont déjà prévu des gares routières, ces infrastructures existent, même si ce n'est pas bien centré dans la commune et que des gens doivent se déplacer à des distances un peu plus longues pour venir sur ces points de chargement, ces packs-là. Tout au moins ça existe, contrairement à Cotonou où ça n'existe pas encore pratiquement.
Bon, déjà, pratiquement la population maîtrise, la population maîtrise déjà. Si vous voulez prendre de Apapa jusqu'à aller à Porto Novo, l'Ouémé Plateau, c'est la rue qui fait face au parc triangulaire qui a été déguerpi. On appelle ça souvent l'Omé Sodji. Vous allez là, vous pouvez aller de ces points-là. De ce même point de chargement, on fait également Lomé. Vous pouvez aller à Lomé. Vous venez dans la rue de la Poissonnerie CDP, ici, là où nous sommes, c'est la priorité aux taxis-villes. Vous pouvez aller à Paou, Ouida, Bomekalavi, Akasato, ici à Lada. Il y a la rue qui précède cette rue de CDP là. Là, vous pouvez aller à Boïcon, à Bomé, Parakou, à Saint-Michel. Vous pouvez faire les deux as, RNI 1 et RNI 2, c'est-à-dire aller jusqu'à Lokosa. Parlons toujours des moyens de transport. On s'intéresse cette fois-ci au tricycle, communément appelé Klomoto. Il désigne dans le français populaire béninois tout véhicule tricycle qui sert de moyen de transport. C'est un intermédiaire entre une moto et un véhicule, souvent adopté par certains béninois pour diverses raisons. Ces tricycles présentent des pannes particulières que nous racontent quelques conducteurs ici au micro de Quentin Amousso. On regarde. Des mécaniciens de con, mécaniciens compétents, pièces les dia. Donc pièces les vendent de temps en temps. Bon, à ce bleu ton fait où. Donc ils ont bon, ils ont bleu d'eau, ils ont reçu, ils ont c'est comment reçu. Un tricycle n'a pas non, blé ou bon mais il y a un mécanicien con, et si mi dessous, me comprend. Donc bleu tricycle nous a gbambi béa. Et blonu en bec beto mais mim dele mino mo di agban eno akpi kwe to mino agban gudo bo tricycle mi to ya gble au moins en kun tricycle lo ba mala be agban gbo bo anze nu clean won kaka ko lo po me atra di on tire me mais yan wa mécanicien gon a former sin pan le yen na pan de ando be na grèce a fait mon nuit andu hun lo sin gbe o 2 semaines te ko mo lo vidange. Il y a un peu vidant 2 semaines. En coup, quelqu'un a au moins 5 ans, 4 ans. Tu vois, on dit encore un journée de mais il y a un bac management ouais. Bon, ouais, j'ai un dos molécule sous pobano dans 8 mois mais à quoi ban le pisson dio mais le 10 embrasse les dio ouais. Donc mais des sous nous ont bon, on miton rien à oublier nous. On est au 3 ans. On est 3 ans. Bon, tricycle change le bâche souvent panne à former ton nom con les ado con les sans champ et nous amayaro graisse de doit former les ado panne dans les sentiers pour nous comme le pneu tombe pour nous boulot résistant diambo colonial mais pour nous peu prévior nous ado panne de pneu panne de cône bon mais souvent moteur ton résistant près roue à former 5 côtés donc souvent à former si pas ne ya do bon ya mécanicien les gon tout les gon quoi donc dès quand nous sommes pas à former dans les entretien ma blonu à former do kuiton donc de wenu mo lelewe bon you grèce you voblo be na kandime na mo kandime do azanja et na former do pas no do nuit we binu et deux roues et des pandé no do le bon venez les sous et lolo mon et des pandé et des sous do bon faut que mon de yeme on et faut que mon mi andoro actuellement et bon vous quoi c'est côté ouais. Et puis on parle au sport, je l'annonçais d'ailleurs au sommaire de cette édition lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin ont concédé un match nul de 2 buts partout face aux Warriors du Zimbabwe. Malgré une avance acquise grâce au but de Steve Mounier et Dodo Doku, les Guépards n'ont pas réussi à conserver leurs avantages, ce qui a permis aux Warriors de revenir au score. Suivez dans cet élément le point de cette rencontre ainsi que les grands moments, une réalisation de Seton Delarios Adjagbenon et Romaric Djesugobenu. Un point pris, mais peut-être 2 précieux perdus. Au décompte final,
Les Guépards du Bénin ont fait match nul sur le score de 2 buts partout face aux Warriors du Zimbabwe à Durban lors de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 après avoir mené 2-0 au bout de 35 minutes de jeu. Des regrets parce qu'on mène 2-0. Et quand vous menez 2-0, vous devez être capable de gérer un match. On n'a pas été capable. On a pris ce but en fin de première mi-temps qui a relancé l'adversaire, un adversaire très coriace. 12e minute, Steve Mounier ouvre le score avant que Dodo Dokour ne double la mise à 10 minutes de la mi-temps. Mais l'équipe n'a pas pu faire le dos rond face à son adversaire jusqu'à la pause. Face au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud, le mardi 25 mars à Abidjan, les Guépards doivent montrer un bien meilleur visage, conjugué à la grinta, pour rester en vie dans la course au mondial 2026. Je pense que c'est un bon match nul quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui vont gagner contre cette équipe et que ça nous donne la possibilité mardi, en cas de victoire, de dépasser l'Afrique du Sud, quel que soit le résultat de leur match demain. Donc tout est entre nos mains pour toujours. Et après cette rencontre, le sélectionneur des Béninois, Gernot Ross, a répondu aux questions face à la presse. Suivez l'essentiel de son intervention. C'est un bon match nul parce qu'il y a une bonne équipe en face, avec un public très présent. C'était un vrai match à l'extérieur. Et des regrets parce qu'on mène 2-0. Et quand vous menez 2-0, vous devez être capable de gérer un match. On n'a pas été capable. On a pris ce but en fin de première mi-temps qui a relancé l'adversaire, un adversaire très coriace. C'est un match à haute intensité avec beaucoup de duels, avec des duels dans toutes les zones du terrain. Et bon, on a fait un début de match de qualité, on a marqué, on a mis le deuxième. Ce but encaissé avant la mi-temps nous a fait du mal. Et ça a relancé vraiment l'équipe adverse qui a un milieu de terrain de haut niveau avec des joueurs qui jouent en Angleterre, qui jouent en Europe, qui ont vraiment de la qualité. Je pense que c'est un bon match nul quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici qui vont gagner contre cette équipe et que ça nous donne la possibilité mardi, en cas de victoire, de dépasser l'Afrique du Sud, quel que soit le résultat de leur match demain. Donc tout est entre nos mains pour toujours penser à ce grand rêve qui est d'aller à la Coupe du Monde. En première mi-temps, c'était pas mal. Je trouve qu'on était bien en place, qu'on a dominé le match et que la blessure de Moumini, il ne faut pas oublier, a quand même un peu déstabilisé la défense. Moumini, qui a une blessure à la cuisse, reçu un choc et donc il a dû sortir. Je trouve que Tamimou a fait une bonne rentrée. Kiki n'a pas assez de compétition, on le sait, dans son club, on l'a vu. Malheureusement, je pense que vous l'avez vu comme moi. Il est en manque de rythme. C'est pour ça qu'il a été sorti et que le jeune Sankamao est rentré. Voilà, ça c'est malheureusement le fait que beaucoup de nos joueurs, même Steve, physiquement ont souffert parce qu'ils n'ont pas de temps de jeu dans leur club. C'est toujours l'éternel problème. On n'a pas de joueurs dans des clubs de haut niveau qui jouent régulièrement. On peut rêver. Parce qu'on a un groupe qui fait le boulot ensemble, collectivement. Mais quand vous voyez les joueurs un par un, il y en a beaucoup qui sont en difficulté, qui ne jouent pas assez dans leur club. Même Andreas, pourtant il a tenu 90 minutes.
il n'a pas assez de temps de jeu encore. Donc c'est pas facile, plus certains qui ont fait le carême. Il ne faut pas oublier que j'avais 5 joueurs qui ont fait le carême, sauf aujourd'hui, jour du match. Donc ça aussi, je pense que physiquement, ça a contribué à plonger en deuxième mi-temps. Il y a des joueurs qui n'ont pas mangé ces derniers jours, la journée, qui ont fait quand même des déplacements, qui ont fait quand même des entraînements, qui ont fait beaucoup d'efforts. À un moment donné, il faut aussi essayer de comprendre pourquoi ils peuvent avoir un moment de faiblesse. On a Olaiton qui est un spécialiste coup de pied arrêté. Dans ce domaine-là, il est important pour nous. Il a été moins présent aujourd'hui que d'habitude, c'est vrai, mais j'ai voulu le laisser sur le terrain quand même parce qu'il est toujours capable, avec un geste un peu de génie, de faire la différence, comme il a fait dans le passé. Bon, il est resté 80 minutes sur le terrain. Et après, on a vu Jodel. C'était difficile pour les remplaçants aussi de rentrer dans un tel combat. C'était tellement chaud que quand vous êtes dehors et vous devez rentrer dans ce combat, c'est pas facile. Pas facile du tout, mais les 4 qui sont rentrés, surtout Tamimou, pas facile de rentrer derrière contre une équipe comme ça, qui court après un score, qui domine, qui a son public qui pousse et qui est sur une bonne lancée. Il a fait une très bonne rentrée. Et même Samadou aussi a fait une bonne rentrée. Donc on ne parle pas que de ceux qui ont peut-être fait une rentrée un peu moyenne, mais on voit aussi ceux qui ont fait une bonne rentrée. Et encore une fois, depuis que Michael Ness est coach de cette équipe, c'est plus la même équipe. Cette équipe qui a commencé déjà avec l'ancien entraîneur les éliminatoires de la Coupe du Monde, c'est pas celle-là qu'on voit maintenant. Parce que là, il y a de la qualité. Ils vont gagner encore des matchs. À l'échelle internationale, l'armée soudanaise a repris le palais présidentiel de Khartoum après une bataille contre les FSR. En France, François Bayrou fait face à un climat politique tendu après 100 jours au gouvernement. En Israël, le chef de Shin Bet, Ronen Bar, a été limogé par Benjamin Netanyahou pour perte de confiance. Au Canada, le Premier ministre Mark Carney prévoit des élections anticipées axées sur les relations tendues avec les États-Unis. Ces événements illustrent un contexte international marqué par des tensions et des bouleversements politiques. Une compilation informative que nous propose Nansirine Fatoumbi. L'armée soudanaise a repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum qui était aux mains des forces de soutien rapide depuis près de 2 ans ce vendredi 21 mars 2025 après une violente bataille contre les paramilitaires rivaux. L'armée soudanaise avait regagné du terrain sur les forces de soutien rapide ces dernières semaines qui contrôlent depuis le début de la guerre en avril 2023 la majeure partie de l'ouest du Soudan et tentent de renforcer leur contrôle sur la région du Darfour. Au début de la semaine, l'armée soudanaise avait annoncé avoir convergé ses forces venues du sud avec celles déjà déployées au centre de Khartoum, intensifiant ainsi la pression sur les forces de soutien rapide. En France, alors que François Bayrou bouclera ce week-end ses 100 premiers jours à la tête du gouvernement, la semaine a été rude pour son cabinet et sa majorité relative au Parlement. La pente est raide pour le Premier ministre, même si son poste ne semble pas menacé à court terme. Cette panne du système qui a empêché la comptabilisation des votes pendant 1 heure n'est pas la seule homme au tableau pour l'exécutif. Dans l'alliance gouvernementale, les critiques fusent contre la méthode Bayrou, avec des ministres se tirant dans les pattes et un patron aux convictions floues. Si Michel Barnier ou Gabriel Attal avaient subi la moitié des revers actuels, ils auraient sauté, estime un député macroniste. Mais la période est-elle différente, nuance-t-il. François Bayrou, quant à lui, bénéficie du contexte international et de la volonté des Français de stabilité face aux menaces extérieures qui menacent le pays. En Israël, le gouvernement a acté ce vendredi le limogeage de Ronen Bar, le chef de l'agence de sécurité intérieure Shin Bet. Le gouvernement a approuvé à l'unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou de mettre fin au mandat de Ronen Bar qui,
quittera ses fonctions lorsque son successeur sera nommé au plus tard le 10 avril 2025. Une lettre du Premier ministre aux membres du gouvernement a évoqué une perte de confiance professionnelle et personnelle persistante entre le Premier ministre et le directeur du service qui empêche le gouvernement et le Premier ministre d'exercer efficacement leur pouvoir, ce qui porte atteinte aux capacités opérationnelles du service et à la gouvernance de l'État. Il accuse également de représenter une menace pour la sécurité nationale, notamment en entravant des enquêtes sur les liens de plusieurs de ses proches collaborateurs avec le Qatar. Au Canada, une semaine après son entrée en fonction, le nouveau Premier ministre canadien Mark Carney doit annoncer le 23 mars prochain la tenue d'élections législatives anticipées. Selon des sources gouvernementales, la date est fixée au 28 avril 2025. Une campagne qui sera dominée par un seul thème, la relation avec le voisin américain. Entré en fonction le 14 mars 2025, le successeur de Justin Trudeau cherche à obtenir avec son parti libéral une majorité au Parlement canadien au moment où les tensions sont vives avec le puissant voisin américain. Car ce scrutin va se jouer principalement sur le bras de fer entamé avec le président Donald Trump. Ainsi, le Parti libéral au pouvoir veut miser sur l'expérience de banquier central de Mark Carney pour rassurer les Canadiens confrontés à une guerre douanière avec les États-Unis. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Belle suite de programmes en compagnie de EZAE TV.